Bonsoir à toutes et à tous sur la table ronde des funérailles des tabous, l'émission qui clairement posera sa pierre à l'édifice de la renaissance par l'excellence de la communauté. Alors évidemment, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Présentation de table ronde, vous nous connaissez déjà, pas besoin de se présenter. Ludovic Armand-Mwanda à mes côtés, également face à moi, Loïc Montlouis. Notre invité du jour va se présenter et vous comprendrez peut-être un peu plus le thème du jour. Bonjour à tous, déjà merci pour l'invitation. Donc Yacine Amened, 45 ans, je suis éducateur sportif, chroniqueur dans certains médias, donc Paris United, le Club des 5, entre autres. Voilà, et je suis dans le milieu du foot depuis plus de 30 ans. Auteur également de 3 ouvrages. 3 ouvrages, oui. Un sur la société, donc qui s'appelle Le Flambeau empoisonné, et 2 sur le football. Donc le premier en 2015, Pourquoi le foot français va dans le mur, et le second qui est sorti en septembre dernier, qui s'appelle Les hors-jeux du football français chez Talent Édition. D'accord. Très bien, et c'est en qualité de spécialiste du football français que vous êtes parmi nous, et également originaire d'Afrique, donc ça tombe bien. La question du jour, c'est pourquoi l'équipe de France ne participe-t-elle pas à la CAN ? Vous voulez me piéger tout de suite? Non, parce qu'on sait par exemple que... Enfin, je vous laisse répondre. Est-ce qu'il y a une vraie réponse? En tout cas, c'est une vraie question. Ça aurait pu se discuter, mais je pense qu'aujourd'hui, la question est vite répondue, comme dirait. Alors, si on veut rentrer alors de manière un peu plus sérieuse, on sait que la Copa América a accueilli récemment, lors d'une de ses dernières sessions, le Japon et le Qatar. Qui ne sont en aucun cas, sauf si j'ai trop séché les cours de géographie, n'appartiennent pas à l'Amérique latine. Donc, ce qui signifie qu'il est possible à des pays extérieurs à un continent de participer à une compétition qui est censée regrouper les pays du continent. Mais ça va arriver de plus en plus, puisque dans la Ligue des Nations, on va bientôt inviter sûrement le Brésil et l'Argentine. Voilà. Effectivement, ça peut se discuter. Après, je pense que la CAN a un autre enjeu. Oui. Que celui d'inviter des pays, notamment européens ou sud-américains. Parce qu'il faut rappeler quand même que au départ, puisque la CAN a lieu tous les 2 ans, c'est une des rares compétitions qui a lieu tous les 2 ans. Elle a quand même été créée pour donner une visibilité aux joueurs africains, pour également aider les pays africains à développer leurs infrastructures, puisqu'en multipliant la compétition, on permettait à plusieurs pays de l'accueillir régulièrement. Et je pense pas qu'aujourd'hui, la CAN ait le besoin d'inviter un pays en dehors de l'Afrique. Aujourd'hui, en tout cas. Voilà. D'accord. À l'heure où nous tournons cette émission, justement, se déroule la CAN au Cameroun. Quel est le constat que vous faites en termes d'organisation, de mise en place parce qu'on sait que c'est 2 choses différentes. L'organisation est faite par la CAF, donc par la FIFA, le biais à travers la CAF. Par contre, le pays hôte, justement, qui doit créer ces infrastructures dont vous parlez, c'est le Cameroun pour cette édition-là. Quel est le constat que vous faites à quelques jours maintenant, depuis l'entrée des équipes dans cette compétition? Malheureusement, en ce qui concerne l'Afrique, il faut toujours ramener un côté politique. On sait que la FIFA a aujourd'hui, il faut le dire clairement, la main mise sur la CAF. C'est elle qui décide de comment ça se passe, c'est elle qui décide des élections, c'est elle qui décide de qui sera le président. D'accord. Même si officiellement non, mais on sait tous comment ça se passe, et effectivement c'est elle qui décide. La différence entre l'organisation, on va dire, du Cameroun et de la CAF, c'est que cette politique justement, elle est toujours liée. Et aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans l'organisation de la Coupe d'Afrique de cette année, il y a des dysfonctionnements. Sauf que si on creuse un petit peu, on se rend compte que ces dysfonctionnements sont liés pas au Cameroun, mais à la CAF elle-même qui a décidé, par le biais de la FIFA, de mal gérer plusieurs situations. Qui a décidé de mal gérer. Oui, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la CAN tous les 2 ans, en hiver, pose un problème à tout le monde aujourd'hui. Pose un problème aux clubs européens qui payent les joueurs. Pose un problème à la FIFA, qui avait pourtant demandé à ce qu'on remette la CAN en hiver pour organiser une Coupe du Monde des clubs. Elle tombe pendant la Coupe du Monde des clubs. Donc, elle pose un problème à tout le monde. En soulignant ou en exagérant les dysfonctionnements, en fait, on va pouvoir avoir des arguments pour dire, en fait, vous n'êtes pas capable d'organiser une CAN. Vous n'êtes pas capable de l'organiser aussi souvent. Vous n'avez pas les infrastructures. Aujourd'hui, le Cameroun, jusqu'à la dernière minute, on s'est demandé si les stades allaient être opérationnels. La prochaine qui a lieu dans 2 ans, enfin non, dans 1 an maintenant, parce que il y a eu le décalage, mais 1 an et demi, donc en 2023 en Côte d'Ivoire. On est en train de se demander si c'est la bonne période, parce qu'on la remet encore une fois en été. C'est-à-dire que vraiment, nous, on décide de rien en Afrique. Eux, ils décident de quand
on va jouer la CAN. Donc Alors, une fois c'est en dans ce hiver cas, quand ça les arrange. Si je puis me permettre, dans ce cas, parce que là vous dites des choses tellement importantes, on est obligé de s'arrêter. Peut-on dire que la CAN, d'une certaine façon, c'est la vitrine ou le prolongement du néocolonialisme? Aujourd'hui, oui. D'accord. Oui. Voilà, Mais la réponse est claire. Oui. D'accord. Mais oui, parce qu'à partir du moment où vous avez autant de personnes, et après on viendra sur comment y remédier, mais quand vous avez autant de personnes extérieures à l'Afrique qui donnent leur avis, est-ce qu'on donne son avis sur la Copa América? Moi, j'entends pas autant d'entraîneurs donner leur avis, alors que pourtant ils récupèrent les joueurs parfois au mois de septembre, que les conditions non plus sont pas forcément optimales, etc. Donc, est-ce que on les entend donner leur avis? Est-ce qu'on les entend dire? Tiens, ben, on peut donner l'exemple tout de suite. Alors, au moment où on tourne, il y a des joueurs sud-américains qui sont partis en sélection en pleine saison pour 2 matchs, puisqu'il y a eu des matchs décalés à cause du Covid. On comprend la situation, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a entendu des clubs dire on n'envoie pas nos joueurs parce qu'on fait pas des matchs en dehors des trêves internationales prévues? Non, on n'a entendu personne. Donc en fait, l'Afrique, c'est toujours un peu... Ok, on va se servir de vos joueurs. Oui, on va se servir de vos joueurs, mais par contre, si on peut ne pas les libérer, on les libère pas. D'ailleurs, on voit beaucoup, encore une fois, de joueurs africains qui refusent leur sélection. Alors, on peut juger la personne sur le refus de la sélection. Maintenant, on peut comprendre, on peut entendre qu'il y a des pressions des clubs, ce qui n'existe pas pour les Sud-Américains. Bon, encore moins pour les Européens, mais à la limite, ils sont dans leur continent, ils organisent à leur date. Mais voilà, tout ça, ce sont des petites choses que nous avons du mal à intégrer, à gérer et à dépasser. Donc finalement, ce qui est mis en avant, c'est que l'Afrique n'est pas souveraine de la CAN. Non. Et il y a quelque chose il y a un autre phénomène qui le prouve, c'est notamment le sponsor principal de la CAN, qui, si je ne me trompe pas, est Total Energy 2021, ça s'appelle CAN Total Energy 2021. Les autres sponsors sont Orange, donc des entreprises occidentales. Il y a Binance, TikTok, qui sont chinois. Ça met quand même quelque chose en avant d'assez perturbant. C'est-à-dire que la CAN, c'est la vache à lait du monde, sauf de l'Afrique. Exactement. Mais après, j'ai envie de dire que c'est malheureusement nous qui l'avons cherché, nous qui laissons faire. Quand on entend le discours de Samuel Eto'o, on peut également aujourd'hui se poser la question de savoir si tout ce qui se passe sur cette organisation n'est pas fait exprès pour discréditer tout de suite Samuel Eto'o. D'accord. Voilà. Le foot, c'est un enjeu politique exceptionnel. Majeur, oui. Voilà. Et évidemment que l'Afrique, c'est un enjeu. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, si je devais parler comme on le fait dans le football, le meilleur rapport qualité-prix du joueur, il est où? Il est en Afrique. Le moindre Sud-Américain qui a une sélection, on passe déjà dans des sommes improbables. Le joueur africain, il est bankable. Il coûte pas cher, il a du talent, il s'intègre rapidement. Il est moins intelligent, comme disait Willy Sagnol. on veut le faire croire, parce qu'on lui donne des rôles après sur le terrain qui laissent penser qu'il est moins intelligent. Donc mais en lui-même fait, n'a-t-il pas fini par se convaincre qu'il l'était? mais je pense que c'est là où est la limite entre l'envie de faire changer les choses et l'envie d'accepter la fatalité, entre guillemets, de dire que c'est comme ça qu'on est vu, c'est comme ça qu'on réussira. Oui, moi je le cite souvent dans le football français, le joueur noir est vu comme un grand costaud. Est-ce que nous on fait ce qu'il faut pour changer, ou est-ce qu'on accepte de se dire que je suis noir, je suis grand, je suis costaud, je vais réussir là-dessus et tant pis si je manque de technique, si je manque de maîtrise. Et pour toi, les joueurs noirs ne brillent que parce qu'ils sont costauds et... Non, par contre, c'est comme ça qu'on va les chercher. C'est-à-dire que j'explique régulièrement que dans le football français, notamment, quand vous allez, donc on sait comment l'organisation d'un club avec les scouts, etc. Si moi je suis entraîneur de la génération 2004 et que je dis, dans ma génération il me manque de la puissance, je sais très bien qu'on va aller me chercher un grand noir. Mais si je dis manque de la technique, je sais qu'on va aller me chercher un petit maghrébin. Voilà, parce qu'en fait on a des préjugés, mais nous aussi on les accepte. C'est-à-dire que vous voyez par exemple aujourd'hui tous les petits d'origine maghrébine, ils vont vous dire je veux jouer milieu de terrain, mais parce qu'ils savent que c'est aussi le moyen d'être repéré, parce que c'est comme ça que les recruteurs voient le football. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Est-ce que justement par rapport à ça, parce que dans notre concept, c'est essayer de faire en sorte de regarder à l'intérieur, de voir comment est-ce qu'on peut se changer soi pour ensuite influer sur le monde. Quelles seraient, là on va passer aux solutions, donc d'abord individuelles et puis ensuite peut-être institutionnelles et en termes de structure, quelles seraient justement les différentes solutions en termes de formation aussi, pour que justement l'Africain, 1, ne soit plus vu comme ça, et de 2, ne se voit plus comme cela? Alors
Je vais commencer par l'individuel et j'irai sur le collectif. La première individuelle, c'est que si l'Africain ne veut plus se voir comme ça, il faut qu'il fasse changer les choses dans son discours. Je vais prendre un exemple. Il y a Thiemo Bakayoko qui jouait à Monaco. Il explique que il jouait en jeune en région parisienne. Il jouait numéro 10, il était technique. Mais quand on l'a pris en centre de formation, on en a fait un grand noir numéro 6 qui est là pour défendre, détruire. Est-ce que tu as le droit de l'accepter? Ah oui, parce que tu veux devenir professionnel. Mais à un moment donné, est-ce que c'est toujours le choix entre la vie matérielle et les convictions humaines? Voilà. Moi, si demain je suis technique et qu'on vient, on me dit tu vas jouer défenseur central parce que t'es grand, costaud et que t'arrêtes de dribbler, ben moi je l'accepte pas. Voilà, je veux pas être réduit à ça. J'ai le droit de faire autre chose. Donc nous on l'accepte. Donc déjà il y a nos convictions et notre envie de faire changer les choses et pas forcément tout le temps de le dire en fin de carrière. C'est ça, malheureusement. Ça, la facilité un peu. L'esprit de sacrifice, quoi, qui fait défaut. Exactement. La deuxième chose, c'est que sur le continent africain, il faut qu'à un moment donné, et là je parle de tous les pays africains, il faut que le sport c'est la rivalité, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il n'y a quand même pas que ça. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une entraide, il y ait une réflexion sur ce qu'est l'Afrique, comment la structurer. Parce que aujourd'hui, je vais prendre un exemple concret, on connaît tous les académies, Jean-Marc Guillou, il a sorti énormément de joueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que c'est Jean-Marc Guillou qui est un magicien? Ou est-ce que ça veut dire qu'en Afrique, il y a ce qu'il faut et que si on met un peu de moyens, un peu de structure, qu'on prend les bonnes compétences, on va réussir? Elle est là la question. Sauf que nous, les compétences, et je vais parler un peu de façon un peu crue, mais les compétences chez nous, c'est l'homme blanc. C'est l'occidental. Voilà. Donc, mais dans tous les pays d'Afrique, Noir et Maghreb. Ça revient à une question qui me trotte et qui ne manque jamais de m'assaillir à chaque fois que je suis face à la CAN. Comment se fait-il que c'est le seul cas de figure qu'on rencontre nulle part ailleurs, à la CAN, tous les joueurs ou quasiment sont afro, sont noirs, ou maghrébins, et quasiment tous les entraîneurs ne le sont pas. Alors ça change un petit peu cette année. Il y en a moins. Voilà. Je pense que l'exemple de... Mais ça, à mon sens, pour moi, si on parle de l'aspect psychologique, sur le fait de briser ce complexe d'infériorité, quand on sait que l'arme la plus puissante du dominant, comme disait Steve Biko, c'est l'esprit du dominé. Mais en termes de symbole, il est impératif de mettre sur le banc de touche un entraîneur qui ressemble à l'ensemble de la population. Mais tout à fait. Et moi, j'ai un blog aussi où j'en parle régulièrement, où j'explique que en Afrique, il faut arrêter de voir l'entraîneur blanc comme la solution à tout, comme la compétence absolue. Ça change un petit peu. Je pense que l'exemple de Djamel Belmadi et Aliou Cissé ont apporté. Ils ont fait la finale. Ce sont deux, alors certes, franco-sénégalais, franco-algériens, mais malgré tout, ils sont originaires d'Afrique. Et charismatiques. Voilà. Et donc, ils sont allés en finale de la CAN 2019. Et je pense que ça a fait évoluer un petit peu les choses. Et on voit quand même sur cette CAN-là, je pense que c'est celle où il y a le moins d'entraîneurs occidentaux. Il y a eu des années où je crois qu'il y avait pratiquement toutes les équipes qui le problème, c'est encore une fois comment on est vu. Et je pense aussi que nos populations, ça les arrange bien. Je vais expliquer pourquoi. Quand on fait venir un entraîneur français, tribalisme n'est pas. Okay. Mais oui, ils vont mieux l'accepter. En gros, c'est un Français, il a entraîné un peu en France. Il sera mieux vu que l'entraîneur sénégalais ou algérien ou malien qui a entraîné que dans son pays. En gros, nous, on se considère déjà moins compétents qu'eux. Donc, c'est un tout en fait. C'est-à-dire qu'il y a nos joueurs, il y a nos dirigeants, mais il y a aussi notre population. Et moi, je reste persuadé que quand on amène à Alain Giresse en Tunisie, au Mali, ou en Côte d'Ivoire, on l'accepte mieux parce que c'est Alain Giresse, c'est un grand nom du football. Ça veut pas dire qu'il est compétent. Mais nous, on le voit comme ça. Et en fait, on fait aussi des choix pour calmer nos populations. Et en coulisses, est-ce que vous avez observé cette prise de conscience émanant des professionnels afro en voie de reconversion, un peu comme un Zidane qui s'est reconverti? Est-ce qu'il y a, un peu comme Vieira aussi, est-ce qu'il y a cette nouvelle génération de joueurs afro qui dit non mais il tape du poing sur la table, il se répand quand même, plutôt que de toujours accuser l'Occident de mille et un travers, bien qu'on prenne à bras le corps cette dimension et qu'on investisse, que ce soit personnellement ou soit dans les centres de formation? Alors oui, il y a une prise de conscience malgré tout parce que on est en train de se rendre compte que par exemple sur les bancs des entraîneurs et même en France, il y a très peu de gens issus de la minorité, des minorités. Oui, il y a une prise de conscience. Après, c'est toujours la limite des moyens qu'on va avoir et c'est pour ça que
Aujourd'hui, moi, par exemple, en tant qu'Africain, je fonde de grands espoirs à l'élection de Samuel Eto'o, parce que, en fait, à un moment donné, il fallait quelqu'un qui a eu une grande carrière, et pas seulement quelqu'un de passage dans le football, et qui n'a pas peur de dire les choses. Maintenant, on va voir, c'est un peu le test, jusqu'où il est capable d'aller. D'accord. Parce que c'est toujours pareil, on sait que oui, vous avez toujours des bonnes idées, mais une fois que vous êtes au pouvoir, on fait un peu de politique et parfois on oublie certaines valeurs. Parfois aussi, c'est très compliqué de lutter contre d'énormes institutions. Il faut rappeler ce qu'est la FIFA. La FIFA, il y a plus de pays inscrits à la FIFA qu'à l'ONU. La FIFA, ça brasse des milliards de dollars tous les ans. Donc, c'est pas... Le lobbying est très puissant. Exactement, c'est pas n'importe qui. Est-ce que vous avez du coup observé de Samuel Eto'o déjà des signes de faiblesse ou de ramollissement quant à son engagement et son intégrité? Pour l'instant, non. Je trouve que dans son discours, il est plutôt juste, mais plutôt cohérent avec ce qu'il avait décidé de faire. Le truc, c'est que là, on est en pleine CAN. C'est compliqué aussi d'exister. Son travail, on va le voir au cours de l'année. Et quand, là, par exemple, on sait que malgré tout, la CAN, elle a été en juin 2019 en Égypte. On nous a demandé de la déplacer en janvier. Donc là, elle était en janvier. Elle aurait dû avoir lieu l'année dernière, c'est vrai aussi, mais bon. Et là, on redéplace la CAN en juin 2023, parce qu'il y a la Coupe du Monde en novembre-décembre 2022. Donc en fait, nous, on s'amusait. C'est là qu'on va voir Samuel Eto'o aussi, il est important. C'est-à-dire que, ok, nous, juin ou janvier, mais c'est pas vous qui décidez, cette année c'est en juin, cette année c'est en janvier. Il y a des joueurs qui ont aussi des contrats dans des clubs. Si vous signez 4 ans dans un club et qu'un jour je vous dis je serai pas là au mois de juin, l'année prochaine je serai pas là au mois de janvier, c'est quand même pas pareil. Donc c'est là où on va voir si Samuel Eto'o est capable d'emmener. Alors attention, il est que président du Cameroun, hein, il n'est pas président de la CAF, mais on va voir s'il est capable d'emmener les autres pays avec lui. Et moi je pense que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est de la solidarité. C'est d'être capable de se dire on est tous ensemble. Ok, il y a une rivalité sportive quand on est à la CAN, mais comment construire l'Afrique? Mais c'est ensemble. Le football européen, il s'est pas construit d'abord en France, en Espagne, en Allemagne. Il s'est construit avec l'UEFA. Donc, c'est là que nos dirigeants, ils doivent arrêter d'écouter ce qui se dit à la FIFA, prendre leurs responsabilités. Ok, on est dépendant de la FIFA, il n'y a aucun problème. Mais on est la CAF. C'est-à-dire que là, nous, on gère le football africain. C'est nous qui décidons de la politique du football africain. C'est nous qui décidons des moyens et c'est nous qui décidons comment ça va se passer. Voilà. Et je pense qu'il faut aider nos pays à structurer en termes d'infrastructures, évidemment, et en termes de compétences humaines, parce que mais je pense que ça arrange un peu tout le monde. Si demain l'Afrique se structure, mais je pense qu'il y a le football européen, il peut pas exister à côté. Le talent brut, il est là-bas. Donc, et il y aura tous les profils. Alors attendez. Si l'Afrique se structure, le football européen ne peut pas exister à côté. Ouais, je pense que si vraiment vous mettez, je vais faire un parallèle rapide mais caricatural. Vous mettez les moyens qu'il y a en France dans 10 pays d'Afrique. Mais demain, il n'y a pas un pays européen qui peut jouer contre un pays africain. Parce que, une sélection, je parle. Mais parce que vous vous rendez compte de ce que c'est. Un club français, c'est environ entre 3 et 7 millions d'euros de budget de formation. Vous avez des terrains en bon état. Vous avez un suivi nutritionnel, etc. Et vous avez des compétences en termes d'entraîneur. Mais vous mettez la même chose, on se rend compte quand même qu'on sort des joueurs africains tous les ans sans structure. On se rend compte quand même qu'on sort des joueurs africains où il y a des pays, le Mali, mais l'Algérie aussi. Donc c'est vraiment l'Afrique générale, là, je suis pas en train de... Il y a des pays, il n'y a pas de championnat de jeunes. Et on arrive à exporter des joueurs. C'est-à-dire qu'ils font pas de championnat, il n'y a pas de structure, et ils arrivent à être aussi forts que des joueurs en Europe. Mais vous imaginez si vous structurez tout ça? Voilà, je pense que la prise de conscience, elle est là. Ça donnerait quelque chose, pardon. Vas-y. Ça donnerait quelque chose à l'image de ce que l'on peut voir au Brésil. Mais tout à fait. Où, même les Brésiliens sont des afro-descendants. Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, là, par exemple, une des solutions qui peut exister, c'est déjà aussi de s'imposer en termes de nombre de pays à la Coupe du Monde. Comment il peut y avoir 19 pays européens? Et seulement 5 après. Bien sûr. Il y a 5 Sud-Américains alors qu'ils sont 10. Nous, on a 50 pays. Et on en envoie 5 pays à la Coupe du Monde. Et on accepte ça, nous. Après, justement, étant donné, encore une fois, la FIFA, c'est un organisme qui a été créé en France. À l'époque, c'était après la Deuxième Guerre, si je dis pas de bêtises.
Donc, c'était dans un but de réunir les championnats en une sorte de club d'amis, très clairement, parce que c'était les championnats allemands. Je crois qu'il y avait argentin aussi. Nations, exactement, les grandes nations. Mais c'était des nations qui étaient dirigées par les vainqueurs de la guerre. Voilà. Donc, c'est là qu'on les retrouve. Maintenant, c'est comme si ce club-là, justement, organisait son anniversaire tous les 4 ans. Et en gros, ils décident d'inviter qui ils veulent. Quelle serait l'importance d'avoir un événement strictement africain, parce que c'est là aussi, c'est-à-dire qu'on parle d'indépendantisation à tous les niveaux, que ce soit intellectuel, culturel, etc. Sportif maintenant, c'est-à-dire la capacité de créer un événement qui justement aussi pourra influer sur la création de structures et sur la mise en place justement de meilleurs championnats. Samuel Eto'o le parlait, il en parlait. Sa deuxième prérogative après la CAN, c'est la structuration du championnat camerounais, pour justement faire ressortir des éléments encore meilleurs que ceux qui sont aujourd'hui. La création d'un tournoi, d'un événement, peu importe, qui puisse justement mettre en valeur les forces vives du sport africain, maghrébin, du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent, ne serait-il pas une réponse pour justement contrer le fait que nous soyons en ballottage tout le temps par rapport à une CAN qui ne nous appartient pas? Oui et non, oui, je comprends la démarche, mais non, parce qu'on a déjà la CAN. D'accord. Il suffit juste qu'on se la réapproprie. C'est-à-dire que c'est pas à vous de décider, mais là aussi, le côté politique. Pourquoi Infantino, il parle régulièrement de l'Afrique? Parce que quand vous avez, pour les élections à la FIFA, vous avez quand même un pays, une voix. Ouais. En gros, on sait à peu près comment ça se fait. C'est l'Afrique qui fait basculer les élections. D'accord. Donc, en ayant la main mise sur l'Afrique, qu'est-ce qu'il fait? Quand il choisit le président de la Confédération africaine, parce qu'il l'a choisi, il se dit, lui, il va être avec moi, il va emmener sur 52 pays, allez, 35 ou 40 pays qui vont le suivre. Ouais. Je vais gagner les élections. Voilà. Il faut qu'à un moment donné, c'est nous qui décidions qui sera le président de la CAF, et pas Infantino, et qui... chaque pays... Il faut rappeler qui est ce monsieur. Oui, c'est le président de la Fédération internationale de football, la FIFA. Et qui estime que pour les ouais, oui, c'est surtout ça. Cette fameuse phrase. Voilà, je vous laisse la prononcer. Donc, s'il veut organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est pour permettre aux Africains de se développer chez eux et donc d'éviter de mourir en traversant la Méditerranée. Voilà. Pour lui, Rien que ça. l'idéal africain se limite à taper dans un ballon. Voilà. C'est comme ça qu'on est vu, et c'est vrai, et c'est aussi la phrase de en gros pour lui le rêve de tous les Africains, voilà, c'est donc de traverser la Méditerranée. Bon, voilà. Absolument pas, quand on sait que les mouvements migratoires se font beaucoup plus intra-Afrique qu'extra. Déjà, mais surtout ça montre la méprisance. Bien sûr, voilà, envers l'Afrique, mais historique. Hein. Donc à un moment donné, si on a 35 présidents de fédérations africaines qui votent pour cette personne, mais qu'en fait, nous, on peut pas se plaindre, encore une fois. C'est nous qui devons prendre les choses en main. Ah, tu nous manques de respect? Ok, pas de problème. Prochaines élections, on va voir. Est-ce qu'on est capable de présenter, nous aussi, un candidat? Parce qu'ils sont bien gentils, toujours les mêmes. C'est toujours un Européen ou un Sud-Américain. Est-ce qu'on n'est pas capable, nous, de présenter un candidat? Bien sûr. Voilà, donc ça veut dire que, oui, il y a des fautes d'un côté, mais nous, on laisse beaucoup trop faire. Bien sûr. Et c'est à nous de nous reprendre en main. C'est à nous d'arrêter de faire croire que c'est la fatalité de subir les choses. Voilà, ils sont plus puissants, donc on subit. Non, on subit pas. Et on a les moyens d'être puissants. Voilà. Mais peut-être que eux aussi nous font croire que on ne peut que subir parce qu'on a besoin d'eux. Et l'idée dans le prolongement justement de cette réflexion, l'idée d'une forme de boycott par exemple. Est-ce que ça peut être porteur? Alors c'est purement de la théorie, on est presque dans l'utopie. Mais si demain, voilà, tous les joueurs afro, 4 coins du monde, se disent ok, ils veulent nous faire croire qu'on dépend plus d'eux que l'inverse, on va leur montrer que ce n'est pas le cas, on pose tous le maillot, on les laisse jouer et on voit ce que ça donne. Mais bien sûr que c'est un moyen de pression, ça a vraiment une pression. Maintenant, c'est comme les histoires de racisme sur le terrain. En fait, c'est comment tu vas mener ton action et comment elle va être perçue. Quand un joueur noir, parce que c'est quand même la majorité des cas, se fait insulter dans une tribune, en fait, s'il quitte le terrain, vous avez les 2 types de réactions. Oui, je suis avec lui, c'est normal. Moi, c'est bon, c'est que du sport, il faut qu'il arrête de se victimiser, il gagne très bien sa vie, parce qu'il y a aussi le côté financier qui rentre dans la vision des gens. Bien sûr.
tu gagnes des millions d'euros, tu vas pas nous prendre la tête parce que il y a eu 2 cris de singe dans la tribune. Mais en fait, c'est ça le truc. Et c'est là où nous, on doit être solidaires. Et par exemple, Samuel Eto'o, aujourd'hui, dont j'aime le discours, à la fin de sa carrière, quand il a commencé justement à dire les joueurs noirs, ils devraient quitter, j'ai envie de lui dire oui, mais pendant que tu prenais ton argent, tu quittais pas, toi. Tu quittais pas, exactement. Et voilà. Donc c'est nous qui devons être les premiers exemples. Il y a une scène, cela dit, où il voulait sortir du terrain. Oui, mais il est resté. Mais il est resté, en effet. Donc en fait, c'est nous qui devons être nos premiers exemples. C'est trop facile de dire oui, vous faites rien. C'est le PSG qui a ouvert la voie. Oui, mais d'ailleurs, depuis, il y a plus rien eu. Il n'y a pas d'autres équipes qui ont décidé. C'est ça. Voilà, parce que c'est vrai que c'est Basak Seir qui se fait insulter, mais le PSG a soutenu et a quitté le terrain. Et c'est là aussi. La première action, elle doit venir de nous, mais elle doit être suivie par les autres joueurs. Solidarité, comme Mais bien sûr, ça partira de là. Non, et avec ce que gagnent aujourd'hui les joueurs professionnels afro-descendants maghrébins, est-ce qu'ils n'ont pas un pouvoir par rapport à cela? Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir un impact directement sur l'Afrique? Ils peuvent avoir, parce que... Mais moi, j'enlève le côté ce qu'ils gagnent individuellement, parce que malgré tout, ils l'ont mérité. On leur a donné des salaires qu'ils sont allés chercher, ils ont fait la carrière qu'il fallait, il n'y a pas de problème. Par contre, leur notoriété, elle doit amener des sponsors. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous avez un Samuel Eto'o, un Riyad Mahrez à City, personne ne vous fera croire que s'il vient faire quelque chose en Algérie, il n'y a aucun sponsor qui va le suivre. Donc, c'est à eux aussi de dire maintenant, OK, c'est bien, vous nous donnez de l'argent en Europe, OK, vous sponsorisez les gros clubs, mais nous, on veut aussi être suivis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voit bien, par exemple, que sur la Coupe d'Afrique, il y a très peu de pays qui sont sponsorisés par les 2 grosses marques, Adidas et Nike. C'est toutes les petites marques qui s'installent. Pourquoi? Et parce qu'en fait, ces pays-là, ces marques-là, se disent, il n'y a rien à gratter en Afrique. Parce que les gens n'achètent pas le maillot, donc il n'y a pas de merchandising à faire. Pourquoi aller sponsoriser une nation africaine dont on ne va pas vendre le maillot? Voilà, quand vous avez un Samuel Eto'o, c'est là qu'il doit dire, non, nous, on ne veut pas des maillots. On veut être sponsorisé. Par contre, vous financez le nouveau centre d'entraînement de la fédération. Par contre, vous financez les 3 centres de formation fédéraux qu'on va créer chez les jeunes. Voilà, c'est ça, c'est avec ça qu'on doit s'aider. Parce que c'est trop bien c'est bien de tout le temps prendre l'argent. À un moment donné, il faut le redonner, il faut le redistribuer. Et ces sponsors-là, il faut pas leur demander de l'argent en tant que tel en disant financer la fédération camerounaise. Non, financez pas la fédération camerounaise. Par contre, voilà les 3 projets dans 3 régions différentes du Cameroun sur des centres de formation fédéraux. On veut qu'ils soient financés par nous. Voilà. Et selon vous, qui êtes en coulisses, qui avez un regard dans l'envers du décor, est-ce que ces joueurs principaux ont l'amour de leur pays d'origine? L'amour de leur pays d'origine. Moi, je pense qu'ils l'ont toujours. Je dis ça parce que j'ai en mémoire la déclaration de Mbappé à l'égard du Cameroun, où dans ses mots, on sentait davantage de l'amertume, pour ne pas dire de la rancœur, à l'égard de la fédération camerounaise, et par extension à l'égard du Cameroun, que de l'admiration ou même de la compréhension. Donc ma question, c'est celle-ci. Est-ce que les uns les autres ont de l'amour? Et cet amour, alors là, on est dans les funérailles des tabous, donc vraiment, on crève les abcès, on écarte les tabous. Cet amour, est-ce que il ne doit pas aussi se prolonger sur l'angle matrimonial? Car le fait que tous les joueurs, plus ou moins afro, en tout cas en France, soient mariés à des Brigitte, à des Marguerite, plutôt qu'à des Maïmouna et Sata, est-ce que ça aussi, ce n'est pas, un facteur qui toujours enferme les uns les autres dans un individualisme, plutôt que de les tourner vers une vision panafricaine, vers une forme de renaissance par l'excellence et notamment par les crampons au service du cerveau. Mais en fait, je pense qu'il y a deux réponses là-dessus. C'est la première, moi je pense qu'ils aiment malgré tout leur pays d'origine, pour plein de raisons. Alors, il y en a qui sont allés, il y en a qui sont pas allés, mais je pense qu'ils aiment toujours, on est toujours un peu attaché à ses racines, plus ou moins. Je pense que la deuxième chose, c'est plutôt, encore une fois, aujourd'hui, Mbappé, s'il dit « j'aime le Cameroun », on sait très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que Benzema a dit moi, mon pays, c'est aussi l'Algérie, la France, c'est le côté sportif. On en parle encore alors qu'il a dit ça il y a 10 ans. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'il est adulé par les Français. Oui, non, mais il est revenu. Après, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ils sont, eux, dans un business personnel aussi. Et en fait, ils n'osent plus dire ça. C'est-à-dire que Mbappé, quand il dit, il parlera le moins possible du Cameroun, parce qu'il sait que ça peut le mettre dans une situation où on va lui dire, ah d'accord. Même Mbappé? Ah, bien sûr. C'est bien dommage. Attendez, non, mais un génie ne peut pas justement incarner ce côté indépendant. Alors, je vais essayer d'être clair. Reprenez la Coupe du Monde 2018, où
Évidemment, les Africains se sont moqués de la France en disant c'est d'où la question initiale. Bien sûr. La France fait une partie de la Mais reprenez les réseaux sociaux où même des Français regrettaient qu'il y ait autant de joueurs d'origine africaine. Donc imaginez un Mbappé qui donc gagne très bien sa vie et va la gagner encore mieux au fur et à mesure grâce à son talent, s'il dit « moi je me sens aussi camerounais ». Voilà. Mais par contre, je vous rejoins tout à fait. Et moi, par exemple, c'est quelque chose que, parce que je suis un peu plus âgé, je pense. Voilà, j'ai 45 ans, mais c'est quelque chose que je regrettais déjà du temps de Zidane. D'accord. En fait, pour moi, à un moment donné, ces joueurs se cachent trop. Ok. Voilà. Je comprends leur situation, il n'y a pas de problème. Ils ont une vie à gérer de 10 ans et faire assez d'argent pour vivre le plus longtemps possible. Aucun problème. Chacun aussi est libre de ses convictions. Mais je pense qu'effectivement, à un moment donné, oui, ils se cachent trop derrière ça. Voilà, il faut être capable d'être des exemples. Et l'exemple, c'est de dire, oui, je suis fier d'être français, je suis aussi fier d'être camerounais. Et si lui le dit en se battant autant pour l'équipe de France, bah peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, mais finalement, ils ont le droit d'être double. Exactement. Et ils ont le droit d'aimer les deux. Voilà. Et ils ont le droit d'être réglo avec les deux. Exactement. Ça ne s'oppose pas. Maintenant, c'est compliqué dans le contexte aujourd'hui. Ou alors, il faut vraiment avoir de grosses convictions et être capable d'aller jusqu'au bout. Donc, il y a un manque de courage criant. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais c'est, encore une fois, je répète, j'ai pris l'exemple de Zidane. Ça existe depuis maintenant 20 ans, 30 ans en France. Voilà, on n'ose pas. D'accord. Bon. Sur quelques paroles, merci d'avoir participé, de nous avoir apporté votre éclairage de spécialiste, sans faux semblant, sans tabou, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on en a appris, enfin, on a eu de la confirmation de certaines choses. La FIFA voit la CAN comme son paillasson. Les joueurs professionnels, plutôt que d'être des ambassadeurs, sont pour le moment en tout cas des couards, des lâches. Même s'il y a une dynamique nouvelle, et on va rester sur cette note, cette note positive, et cette prise de conscience qui se traduit par des investissements qui commencent à se mettre en place ici ou là. Donc voilà, les funérailles des tabous s'achèvent sur cette émission. On espère qu'on vous a apporté du grain à moudre sur la réflexion autour de la CAN, mais plus largement autour de la place des uns et des autres dans l'évolution du continent, quel que soit le terrain d'action, que ce soit le terrain sportif, que ce soit le terrain entrepreneurial au niveau des investisseurs, quel qu'il soit. Donc, merci, on vous dit à très bientôt. Super. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.